Je vous propose sur le tri et le micro-tri, la première phrase suivante, qui a été écrite, enfin, qui a été reprise sur des notes d'un médecin militaire à Bagdad en 2003, qui dit que, bien sûr, le triage est nécessaire, il fait partie de ton job de médecin. Alors, pourquoi le sujet m'est apparu intéressant? D'une part, pour voir ce que veut dire exactement le terme de tri et comment est-ce qu'on peut l'appliquer en radiologie. Un point aussi qui me paraît important, c'est sommes-nous conscients que nous trions? Et ensuite, quelles recommandations à visée éthique on pourrait proposer en sachant qu'on a le paysage qui va quand même se modifier ou en tout cas évoluer avec l'introduction des systèmes d'intelligence artificielle appliqués au diagnostic médical qu'on appelle les SIADM. Alors, beaucoup d'éléments qui sont dans ce topo et probablement peut-être dans les suivants sont tirés de ce livre-là qui est vraiment très bien sur la médecine du tri et qui regroupe plusieurs chapitres avec des rédacteurs de spécialités différentes, des définitions, enfin beaucoup de choses très intéressantes. Et voilà 3 phrases que j'ai tirées de ce livre. Qui sauver quand on ne peut pas sauver tout le monde? Réveil de traumatisme historique, rationnement, sélection, ou bien toutes les vies ne se valent pas. C'est pour vous dire que on est quand même, quand on pense tri en médecine, on est quand même dans une notion tragique et dramatique. Mais quand on regarde la définition de trier, dans le dictionnaire, c'est un choix, tri, triage. On parle beaucoup du tri des déchets actuellement ou le tri ferroviaire. Et ensuite, on peut se demander, enfin, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a finalement comme différence précise entre trier, ranger, classer? Et pourquoi ce terme de tri médical a une connotation si péjorative? Parce que il me semble qu'elle a une connotation péjorative. Alors, trier, c'est bien séparer des éléments sur un caractère sélectif, donc il va falloir trouver ce critère sélectif. Ranger, ordonner, serrer, c'est par contre déterminer une relation d'ordre entre les éléments d'une file. Alors c'est par exemple des perles qu'on classerait de la plus volumineuse à la plus petite. Et classer, qui je pense est utilisé en mathématiques, et nous avons des chercheurs en mathématiques ici, c'est construire un ensemble avec des éléments qui ont les mêmes propriétés. Donc, par exemple, là, la couleur des perles. Et donc, nous, on va bien se trouver là, dans la problématique du trier. Alors, je me suis aussi demandé, en préparant ce topo, pourquoi on utilisait l'expression trier sur le volet. Quelqu'un sait? Ah, donc je vais vous apprendre quelque chose alors. Eh bien, ce n'est pas la persienne. Trier sur le volet, c'est en fait la volette, qui était une sorte de tamis, probablement il y a longtemps, et en tout cas avant le XVIIe siècle, où sont apparues les persiennes. Et là, vous voyez, j'ai trouvé sur Internet de la cathédrale de Chartres qui indique un tamis là qui est tenu par Gédéon, et ça s'appelle Gédéon et le térébinthe. Donc rien à voir avec le volet persienne. Trier, c'était trier les graines sur un espèce de tamis, et les bonnes graines et les mauvaises graines. Et le mot triage est un mot qui est d'origine française. Et au départ, c'était un mot qui venait de l'agriculture avec le tri pour débarrasser la laine de ses impuretés. Et ce mot a été pris par l'anglais et il est utilisé comme ça, triage, c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors, l'histoire du triage en médecine, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, est probablement apparue lors des guerres napoléoniennes, dans les traités de médecine militaire française. Et c'est là que ont été individualisés dans les écrits les premières marques sur le corps pour indiquer quels blessés étaient urgents et lesquels ne l'étaient pas. Et c'est le docteur Jean-Dominique Larrey, je pense que c'est bien ça son prénom, dont la photo est là, qui a joué un rôle essentiel dans ce concept de triage. Et puis ensuite, le système de tri s'est généralisé dans les autres guerres
et a été repris par de nombreuses armées d'autres pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire du triage, au début, ce docteur Larrey, qui est un chirurgien, hein, qui a laissé son nom notamment à une fente diaphragmatique, avait un objectif totalement éthique et égalitaire, et c'était vraiment l'idée de gérer les premiers soins dans un souci de critères d'urgence, et uniquement le critère d'urgence, indépendamment de l'appartenance à tel drapeau ou de la catégorie sociale du blessé. Alors, par exemple, il avait déterminé qu'il fallait amputer rapidement pour les problèmes de gangrène, mais aussi parce que les blessés arrivaient dans un état presque comateux et qu'il fallait profiter de cet état de stupeur pour pratiquer l'amputation. Et c'est comme ça qu'il voyait le tri par l'urgence médicale. Puis ensuite, il y a eu des objectifs utilitaristes, comme l'idée étant de sauver en priorité les personnes qui étaient susceptibles de retourner sur le front rapidement. Alors l'exemple qui est pris le plus souvent, c'est l'exemple de la pénicilline, où la pénicilline était bien sûr en quantité limitée, et elle était préférentiellement donnée aux jeunes gens qui étaient atteints de gonorrhée plutôt qu'aux plaies de guerre et aux amputations, parce qu'on savait que ceux qui avaient une gonorrhée seraient traités plus vite et donc seraient susceptibles de retourner plus vite au front. Et donc on voit là l'évolution de l'objectif égalitaire, hein, ce qu'on appelle égalitariste, vers des objectifs utilitaristes. Et plus tard, donc lors de la guerre de Crimée dans le 19e, les blessés étaient là vraiment triés par catégorie avec un marquage des corps très précis, des couleurs, etc. Et là, c'était des critères considérés comme utilitaires. Et puis au milieu du XXe siècle, il y a eu d'autres débats qui sont intéressants pour la thématique qui nous concerne, puisque c'était la rationalisation du tri en fonction de critères de justice sociale à propos des premières dialyses rénales, puisque les premières dialyses rénales nécessitaient un matériel très compliqué, en nombre très limité, et il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, et j'ai sorti ce titre du magazine Life, où vous voyez, c'est marqué They decide who lives et who dies, où vraiment il y avait des articles disant on ne peut pas décider comme ça qui va survivre et qui va mourir, et il y a eu beaucoup de choses. Donc il y avait pour l'accès à la dialyse un comité, et ce comité établissait des critères médicaux et des critères non médicaux. Alors parmi les critères non médicaux, et vous allez voir que c'est quand même intéressant pour la suite, parce que de ce qu'on peut regarder de ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça parle, il y avait par exemple la stabilité émotionnelle de la personne. Est-ce que la personne allait être capable d'assumer, d'être allongée, de supporter tous ces traitements lourds, la force morale, mais il y avait aussi le statut familial. Combien est-ce qu'il avait d'enfants, si cette personne mourait, qu'est-ce qui allait se passer pour la descendance, est-ce que sa femme pourrait se remarier, et il y avait comme ça des critères un peu particuliers. Par exemple, celui qui avait 3 enfants passait avant celui qui avait 6 enfants, ce qui ne paraît pas très logique, mais parce que celui qui avait 3 enfants, si jamais il mourait pendant la procédure, la femme avec ses 3 enfants veuves pourrait probablement se remarier plus facilement que si elle a 6 ou 7 enfants. Donc ce sont des critères qui sont quand même discutables. Puis il y avait la fortune de la personne, le statut social, la notoriété. Et il y a eu une littérature éthique très abondante, donc dans les années 70-80, à ce sujet, mais aussi le sujet de la réanimation dont Mustapha va sûrement nous parler, les transplantations d'organes et tous les traitements coûteux d'une façon générale, au premier plan desquels les chimiothérapies. Alors donc le tri, dans mes lectures, j'ai pu voir qu'il était classé en 2 catégories, la catégorie utilitariste et la catégorie égalitariste, et que l'utilitarisme, l'idée, c'est de soigner le plus grand nombre de personnes, et le critère, ça peut être l'utilité médicale du soin, mais ça peut être l'utilité sociale de la personne, ça peut être la responsabilité familiale, enfin tous les critères que l'on vient de voir pour la dialyse. L'égalitarisme, l'idée, c'est de soigner de façon équitable. Et donc, apparemment, impartialement. Mais dans quel ordre?
Est-ce qu'on va faire un ordre de file d'attente, premier arrivé, premier servi? Et ce n'est pas neutre, parce que celui qui arrive en premier, peut-être qu'il peut courir plus vite, peut-être qu'il peut être informé plus vite, peut-être qu'il a plus d'argent pour prendre son bon mode de transport et arriver là où il faut au bon moment. Donc, l'ordre n'est pas non plus complètement neutre. Alors, si on donne la priorité aux plus défavorisés ou aux populations fragiles, euh, est-ce que c'est un bon critère? Et puis, où va être la limite? Et l'idée, c'est quand même de consacrer le plus de ressources à ceux qui en ont le plus besoin, et on se rapproche du concept initial du docteur Larrey, qui a vraiment voulu, semble-t-il, établir des critères de justice, enfin de profit médical, on va dire. Alors, en réalité, dans ces deux méthodes, bien qu'au début, je pensais que la théorie égalitaire était la théorie la plus pure, mais en réalité, quand on va au fond des choses, et beaucoup d'articles le montrent, et notamment l'article de Sophie Crozier dans l'ouvrage dont je vous parlais, il y a une notion de bénéfice pour le patient, il y a une notion de rationnement avec un coût global pour la collectivité et des valeurs disponibles qui ne sont pas extensives, et il y a toujours des questions éthiques et sociétales avec en particulier une notion de justice et d'équité. Et il faut combiner tout ça de la façon dont on pense que c'est le plus adapté à un moment donné à notre société. Alors, ceci posé, comment est-ce qu'on peut voir ça en radiologie? Alors, l'hypothèse, c'est qu'effectivement, en entendant le magnifique exposé de Madame Lefebvre, c'est ça, qui faisait état des triages majeurs après la pandémie, avec des notions d'arrêt de vie, de choix de sauver des vies ou pas, je me suis dit que, à côté de ces émotions qui sont immédiatement déclenchées, nous, on triait quotidiennement dans nos métiers. Donc, le métier que je connais, c'est la radiologie. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et lors de la chaîne de soins, on va sans arrêt prendre des décisions dont on est parfois tout à fait conscient, mais dont on est aussi souvent complètement inconscient. Et en écoutant son topo, ça m'est apparu de façon évidente qu'on faisait des tris et que mieux les appréhender permettrait sûrement de mieux les comprendre, de les clarifier. Peut-être que les critères qu'on utilise sont peut-être pas les bons, d'avoir d'autres points de vue, des points de vue qui ne sont pas uniquement des points de vue hyper spécialisés, et puis surtout de pouvoir les expliquer à tout le monde, à d'autres spécialistes en médecine, mais aussi à des patients, à la société en général. Alors, j'ai distingué tri et micro-tri de façon tout à fait arbitraire et on peut en discuter. Alors, pour moi, le tri, ce que j'appellerais tri, c'est ce qui est considéré comme nécessaire, conscient et organisé. Et le système de micro-tri, c'est plutôt des micro-choix dont on n'est pas conscient, qui s'opèrent de façon pluriquotidienne, sûrement, et qui, et Mustapha va vous en parler après, vont impacter finalement toute la chaîne de soins derrière, et donc toute la santé finalement de la société. Et on a vu d'ailleurs dans les topos précédents s'esquisser certains problèmes. Alors le cas de la radiologie, donc Alain Luciani vous a parlé ce matin de toute la chaîne. Donc on va revoir à tous les niveaux où est-ce qu'on peut opérer ces systèmes de tri, de l'indication de l'examen à la prise de rendez-vous jusqu'au rendu de l'examen avec une consultation d'annonce. On va avoir des possibilités de tri explicites, assumées et ce que j'ai appelé des tris invisibilisés. Et vous aurez d'ailleurs, en tout cas pour ceux qui sont radiologues dans la salle, d'autres idées de tri qui auraient été invisibilisées. Alors là, Paul Lou m'a suggéré quelques questions qui se posaient. Et donc, j'ai essayé de y répondre. Alors, quels biais ou quels critères explicites font accepter, discuter ou refuser une demande radiologique? Et ça rejoint votre question. Alors, la première réponse de tri, elle est parfaitement assumée, c'est la pertinence. Nous avons des critères de pertinence en fonction du symptôme que va présenter le patient. On a des référentiels de bonne pratique à l'usage des médecins, c'est-à-dire que le médecin demandeur, le généraliste peut utiliser ce référentiel et nous aussi. Et ça se passe comme ça, vous voyez, inhalation de corps étranger chez l'enfant.
en première intention, une radiographie thoracique, priorité. Deuxième intention, scanner thoracique, priorité. Donc, on peut rentrer, le patient a une mal au ventre, est-ce que vous conseillez de faire une radiographie, une échographie? On aura la réponse. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de suivre ce référentiel, pas du tout. Ce référentiel est une recommandation comme toutes les recommandations et c'est un guide. Mais comme tout guide, on n'est pas obligé de le suivre, on est obligé de le connaître et on est obligé de pouvoir se justifier si on ne l'a pas suivi. Mais le médecin a toujours le libre arbitre, le radiologue, de suivre ou de ne pas suivre. Alors, le tri explicite, donc il va dépendre de la demande, la façon dont elle est remplie, dans la forme et dans le fond. Quelle est la question posée? Et est-ce que nous, radiologues, nous allons répondre à la question posée avec la formulation de la demande? C'est-à-dire qu'on peut nous demander, dans la demande, on peut nous dire « douleur abdominale, débrouillez-vous ». Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou douleur abdominale, scanner. Mais nous, on peut répondre non. Douleur abdominale, il a 2 ans, on ne va pas l'irradier, échographie. Et ça se négocie comme ça. Donc, ce n'est pas un refus, c'est une négociation en termes de bénéfice-risque. Et je rappelle qu'il y a une co-responsabilité du radiologue et du médecin demandeur, du clinicien demandeur, sur la pertinence de l'examen. Autrement dit, si la table de radio tombe sur le patient au moment d'un examen et si cette radio n'était pas justifiée, il y a 2 responsables. C'est une responsabilité partagée. Alors ensuite, il y a un autre tri explicite qui est très simple, c'est la possibilité de la réalisation de l'examen dans la structure. Une structure qui ne fait pas de radiologie interventionnelle ne va pas accepter un examen de radiologie interventionnelle, c'est évident, mais c'est aussi un motif de tri. Et puis les moyens humains. Est-ce que la structure a les moyens humains d'effectuer cet examen? Et après, il y aura la deuxième question, a-t-elle les moyens humains d'effectuer l'examen demandé au moment où c'est demandé? Donc ça, ce sont des tris explicites. Alors maintenant, question ouverte. Est-ce que ce tri est systématique partout, dans tous les types de structures, publiques, privées? Est-ce que le tri est le même selon l'âge? Sûrement pas. Selon l'examen? Sûrement pas. Selon le médecin demandeur? Sûrement pas non plus. Et selon la temporalité de la demande, évidemment, nous, si on vous demande un examen, si on nous demande un examen à minuit ou à 2 heures du matin, on ne va pas avoir la même réponse que si on nous demande le même examen à 8 heures du matin ou à 14 heures. Mais ensuite, une question intéressante, c'est comment s'opère le retour de ce tri fait par le radiologue au médecin demandeur d'une part et au patient d'autre part. Est-ce qu'on met la demande dans une poubelle, tranquillement? Est-ce qu'on va téléphoner pour dire « écoute, là, ce que tu m'as demandé, c'est pas tout à fait ça ». Est-ce que le patient va être informé de ces débats ou est-ce qu'il ne saura pas? Est-ce qu'il y a un dialogue interdisciplinaire dans les structures publiques? Oui, mais dans les structures avec exercice isolé, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que le patient est éduqué? Est-ce qu'il est informé de ces changements possibles? Et est-ce que le médecin demandeur, est-ce qu'on en profite pour délivrer une information autour de ce sujet? Ce sont des questions ouvertes. Maintenant, on a des facteurs, à mon sens, invisibilisés du tri. Quand il y a une demande d'examen qui arrive, je pense qu'il y a des facteurs subjectifs qui rentrent en jeu, comme par exemple la qualité relationnelle que nous avons avec le collègue demandeur. Il est évident que si on connaît depuis longtemps le collègue demandeur et qu'on connaît ses connaissances professionnelles et ses compétences professionnelles, on va lui faire probablement plus rapidement confiance que un collègue qu'on ne connaîtrait pas ou dans lequel on aurait moins confiance. Après, on peut avoir des facteurs, disons, non pas invisibles, mais occultés, et qui pourtant jouent. C'est le niveau de patientèle au moment où la demande arrive. Est-ce qu'on en a trop? Est-ce qu'on n'en a pas assez? Est-ce qu'on est débordé? Est-ce qu'on n'a rien à faire? L'activité en termes de rémunération, l'intérêt financier qu'on peut avoir à faire tel ou tel examen. Et on se rend compte tout de suite que faire une IRM à un enfant de 1 an et demi, bah, ça va être plus compliqué que de faire une IRM à un jeune de 30 ans. C'est évident. Donc, et puis, il y a des facteurs psychologiques, l'anxiété de la famille, l'anxiété de la famille qui aura retenti sur l'anxiété du médecin demandeur, l'anxiété du radiologue. Est-ce qu'un jeune radiologue aura la même anxiété qu'un radiologue expérimenté? L'intérêt
l'intérêt pour la recherche. Il me paraît évident qu'un radiologue investi dans un type de recherche ou dans une compétence particulière acceptera plus facilement une demande dans son domaine que hors de son domaine. Et puis l'expérience, il est connu que les jeunes acceptent en général plus les examens que les médecins expérimentés. Alors à ce propos, un chapitre très intéressant de ce livre était écrit par Philippe Bizouarne sur les raisons de ne pas faire une chirurgie cardiaque. Alors, il a listé, ça fait plusieurs pages, hein, mais je vous en fais un petit résumé, l'âge. Donc l'âge, il détermine que l'âge c'est le premier critère qui vient pour ne pas réaliser une chirurgie cardiaque, mais en réalité, c'est évidemment un mauvais facteur discriminatoire, parce que tout le monde sait qu'il y a des gens de 50 ans qui sont en très mauvais état avec des polypathologies, et puis des gens de 80 ans qui sont très bien. Et ça, au moment de prendre la décision, s'il n'y a pas une discussion multidisciplinaire, on ne le sait pas forcément. L'absence de bénéfice attendu. Le médecin ou le chirurgien pense qu'il n'y aura aucun bénéfice pour ce patient à ce moment. Mais là, c'est pareil, il faut une discussion multidisciplinaire pour le savoir. Et puis, la priorisation pour des raisons liées aux patients qui sont plus ou moins solides. C'était sur un questionnaire, hein, donc il y avait des pourcentages, etc. Alors, il y a des critères médicaux, bien sûr, mais il y a aussi le statut socio-professionnel. Est-ce que le patient va supporter sa chirurgie cardiaque, va supporter de ne pas travailler? Les dépressions. Les patients qui sont en dépression non traitée seront moins rapidement sélectionnés que d'autres. Donc, on voit bien, je n'ai pas de jugement, je ne suis pas du tout chirurgien cardiaque, mais on voit bien que ce sont des critères qui portent à discussion et qu'on ne peut pas établir comme ça. Puis, il y a des raisons liées aux chirurgiens qui admettaient tout à fait sincèrement que lorsqu'ils sont fatigués, ils n'acceptent pas. Lorsque ils ont besoin d'expérience, ils acceptent, et puis des raisons liées au contexte général, du nombre d'infirmières, etc. Et donc, les critères de priorisation sont discutables, et quelles procédures, quels logiciels d'intelligence artificielle existent ou vont exister ou vont être implémentés pour juger du degré d'urgence des examens. Là, nous avons la problématique du délai. Qu'est-ce qu'on sait pour l'urgence? Alors, l'urgence, je rappelle pour tout le monde, c'est on a admis qu'on avait besoin de l'examen et que donc le radiologue va faire l'examen demandé, mais est-ce qu'on a besoin de l'examen maintenant? Alors, ça nécessite des critères de priorisation, non seulement pour un individu donné, mais pour un individu par rapport à un autre. Puisque dans une salle d'attente de radiologie qui est transversale, on va devoir choisir, est-ce qu'on va faire d'abord l'IRM du genou à 30 ans, si tant est qu'elle soit urgente, ou l'IRM cérébrale à 3 ans. Et pourquoi? Une personne âgée, un enfant handicapé, est-ce qu'on va choisir d'abord l'enfant handicapé parce que des facteurs émotionnels vont être mobilisés et pas la personne âgée parce qu'elle n'a pas beaucoup d'espérance de vie? Enfin, ce sont des questions ouvertes, je n'ai pas la réponse. Et puis, il y a la question des examens qu'on appelle des examens de compassion, qu'on fait. C'est-à-dire, on pourrait dire que ce sont des examens futiles. Des examens, par exemple, vous avez un enfant qui a un handicap cognitif dont on n'a pas trouvé la cause, c'est-à-dire on n'a pas d'anomalie génétique, il n'a pas de trisomie 21, etc. Donc, mais il a déjà eu un scanner qui montre rien, et les parents veulent absolument une IRM dont on sait, indépendamment des programmes de recherche, hein, je ne parle pas du tout des programmes de recherche, dont on sait que ça ne débouchera sur rien. Ça s'appelle des examens de compassion, et on va le faire. À un moment donné, on va le faire, parce que la famille souhaite ardemment qu'on le fasse, même si c'est pour dire qu'il n'y a rien. Donc tout ça, il faut le penser pour savoir à quel moment on va le faire par rapport à d'autres patients. Est-ce que ça se justifie sur un plan sociétal? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, il y a un tri qui va s'opérer dans le délai de rendez-vous. Dans le délai de rendez-vous, donc là, on peut décliner un peu les mêmes items selon l'objet de la demande, la complexité de l'examen, le temps de l'examen, la rentabilité diagnostique, etc. Et là encore, le médecin demandeur. Si c'est un médecin dont on sait qu'il va nous harceler, je ne parle pas de Mustapha, mais et qui va nous appeler toutes les 5 minutes, alors tu vas me le faire cet examen? Bon, bah,
on est humain, donc on va le faire, mais ce ne sont pas des critères qui sont bien pensés. Et puis surtout, c'est remettre en parallèle avec quelqu'un d'autre. Selon le patient, c'est pareil. L'insistance, les facteurs socio-économiques, le patient renseigné, c'est toujours la même chose. Et puis encore, selon le radiologue, l'âge, son expérience, etc. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de facteurs en réalité, à mon sens, dont on est très peu conscient. En tout cas, moi-même, j'en ai été très peu consciente pendant l'ensemble de ma carrière. Puis après, il y a un tri dans l'interprétation. Dans quel ordre on va interpréter? Est-ce que c'est par ordre de la file de patients? Est-ce que c'est par ordre de complexité des examens? Est-ce que je fais d'abord ce qui est simple et puis je laisse pour le lendemain et puis peut-être pour la semaine d'après les examens compliqués? Est-ce que c'est selon un algorithme d'intelligence artificielle qui va pouvoir nous faire un pré-tri? Tout ça, c'est normal et puis occupez-vous de ce qui n'est pas normal. Le contexte, si j'ai pas le temps, ben, je vais pas interpréter les radios de thorax qui sont simples et que on considère que beaucoup de gens savent lire, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Je ne sais pas. Le tri dans l'accès à la consultation après l'examen, on a vu ce matin que la majorité des radiologues, surtout pour certaines modalités comme le scanner, n'ont pas le temps matériel de voir tous les patients. Il faudrait voir tous les patients. Il faudrait avoir une consultation même courte. On arrive à peu près à le faire en pédiatrie parce qu'on est très mobilisé sur les familles, etc. Mais sorti de la pédiatrie, on sait très bien que c'est matériellement pas possible. Alors, quelle consultation est prioritaire? Est-ce que c'est forcément la mauvaise annonce? Mais pourquoi? Parce que finalement, la mauvaise annonce, il y a peut-être un circuit peut-être plus efficace avec le médecin qui s'occupe du patient, qui le connaît, peut-être. Et c'est peut-être la consultation, il faudrait peut-être la faire à un monsieur ou une dame qui parle pas très bien français, qui sait pas très bien où il en est et qu'il faudrait orienter. Donc voilà, quand choisir d'envoyer un compte rendu par email, par téléphone ou par la poste? On a vu ce matin avec les cas qu'il faut là encore un système de tri. Et puis enfin, comment les radiologues adaptent leur attitude par rapport au suivi? Un radiologue en campagne qui fait un diagnostic et qui sait que son patient ne peut pas être suivi sur place, comment il va gérer son annonce, comment il va faire un tri, enfin on est à la limite du tri là, et comment il va prendre en charge ce patient? Est-ce qu'il va s'investir pour dire à son patient d'aller à 200 km faire le nécessaire? Est-ce qu'il va au contraire botter en touche et téléphoner et s'occuper de rien parce que c'est compliqué d'envoyer un patient à 250 km? Je ne sais pas, ce sont des questions ouvertes. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le triage en radiologie, à mon avis, et les collègues radiologues vont pouvoir rebondir, c'est une pratique médicale absolument ordinaire qui mobilise des enjeux médicaux, évidemment, mais pas seulement, des enjeux affectifs, éthiques et sociétaux, que nous obéissons à des règles explicites que nous connaissons, mais aussi beaucoup de règles implicites, selon le contexte, etc. Enfin, que le triage produit beaucoup de savoir, bien sûr, puisque là, on se rapproche du groupe homogène de patients et c'est avec des sélections, des tris, qu'on peut voir si tel ou tel patient a telle ou telle sémiologie et que le triage peut aussi générer des bonnes économies. Alors, j'ai eu l'occasion et vraiment la chance de participer à cet avis 141 du CCNE, pardon, qui a duré 2 ans et demi, c'était très long, pour envisager les enjeux éthiques du diagnostic médical et de l'intelligence artificielle. Et, Joël Pérez va consacrer un petit peu de temps là-dessus, mais vous voyez, j'ai encadré, il est surtout indispensable de créer les conditions de la confiance, parce qu'il est très probable que ce qu'on dit aujourd'hui ne va plus être vrai dans 2 mois, 3 mois, 1 an. Et que donc, ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer nos choix et pourquoi on a fait ces choix à un moment donné. Alors, je terminerai en vous disant que je pense que c'est vraiment les valeurs de la pratique médicale qui sont mises à l'épreuve, mais avec un espèce de micro-environnement, que ce tri en radiologie, à mon sens, nécessite de la transparence aussi parce que tous les soignants, en plus de la population, doivent adhérer aux critères de tri des radiologues. Si ce sont des critères de tri économiques, on voit bien qu'il y a une tension éthique majeure, et c'est ça d'ailleurs la tension dans les hôpitaux aujourd'hui. Elle vient beaucoup de la prise de sens du métier parce qu'il y a cette tension éthique des critères économiques dans lesquels
les soignants ne se reconnaissent pas du tout, le tri n'est jamais juste, le débat éthique est nécessaire et toutes les spécialités et les modes d'exercice sont concernés. Et je pense qu'il faut bien sûr interroger, mais là, c'est pas le propos, la question du pourquoi ces ressources sont rares et pourquoi la société a fait les choix de cette répartition. Parce que finalement, il n'y a pas assez d'IRM en France. Enfin, c'est pas mon propos aujourd'hui, mais on a toutes les cartographies et on est, bien que ce soit de mieux en mieux, on est quand même assez mal lotis. Et je remercie l'Espace Éthique et surtout Paul Loup de m'avoir permis de parler de ce sujet. Voilà.